Bonjour, chers élèves. Dans cette capsule vidéo, on va parler de la double fécondation et la formation de la graine chez les angiospermes. Comme vous savez, après la gamétogénèse, c'est-à-dire la formation des gamètes mâles et femelles, il y a la pollinisation qui se termine par la germination de tubes polliniques et la formation des deux entérozoïdes qui représentent les gamètes mâles chez ces plantes. Il arrive le temps pour que la double fécondation se déroule. La double fécondation, qu'est-ce que ça veut dire? La fécondation, c'est un terme courant, c'est un phénomène courant chez les êtres vivants qui se multiplient par reproduction sexuée. La fécondation, c'est la fusion de deux gamètes mâles et femelles, l'ersab. Ce phénomène se passe doublement, c'est ça l'exception chez les angiospermes, et on va voir comment. Bon, à la fin de la germination du tube pollinique, ce dernier pénètre le sac embryonnaire à travers le micropyle. Ce micropyle voit cette ouverture en bas du sac embryonnaire et déverse les deux entérozoïdes pour féconder l'ovule. Bon, les étapes sont les suivantes. Premièrement, une récapitulation, 3 antipodes, 2 noyaux de sac embryonnaire, les synergides et le oosphère qui représente le gamète femelle. Ici, les deux entérozoïdes arrivés à proximité du micropyle, c'est ça le micropyle, il contient deux entérozoïdes et le noyau du tube ou bien le noyau de la cellule végétative qui va dégénérer. Ce noyau va dégénérer à dinh. Deuxièmement, on constate bien que le tube pollinique a déversé ces deux entérozoïdes en transperçant l'un des synergides qui يدوز في واحد الخلية المرافقة une synergide pour permettre de verser le contenu ou bien son contenu dans le sac embryonnaire. Troisièmement, c'est la fécondation proprement dite. On assiste à une fusion doublement faite. La première, c'est la fusion, l'iltiham, entre un entérozoïde et l'ovule, ou bien l'oosphère, ce qui donne un zygote principal, baïda raïsia, deux N, c'est-à-dire diploïde. Diploïde N, de l'entérozoïde, et la deuxième, c'est de l'oosphère. La deuxième fusion, c'est entre le noyau d'un entérozoïde et les deux noyaux du sac embryonnaire. N plus 2N égale 3N, et on obtient un zygote accessoire baïda ثانوية ولا تابعة, il est triploïde. ثلاثية الصيغة الصبغية, et c'est rare qu'on trouve une cellule triploïde chez les êtres vivants. Ça peut être l'exception les êtres vivants. Pourquoi donc la double fécondation? Elle se déroule doublement. Premièrement, entre l'oosphère et l'un des entérozoïdes. Deuxièmement, entre les noyaux du sac embryonnaire et le deuxième entérozoïde. Bon, l'interprétation, elle est là, et on assiste donc à une double fécondation. Bon, on obtient donc deux zygotes, c'est-à-dire œufs, baïda. Dans l'ovule, on trouve deux zygotes qui vont se transformer en une graine. Les étapes de la transformation de l'ovule en graine. L'ovule, c'est celle. Elle contient le zygote principal et le zygote
accessoires ou bien secondaires, comme vous avez déjà vu. Les deux zygotes subissent une multiplication مضاعفة ديال عدد الخلايا à travers la mitose, bien sûr, plusieurs mitoses pour passer à travers ces étapes, l'embryon, le génine. L'embryon, c'est le génine, avec un suspenseur, là, un support, plusieurs stades, c'est pas très intéressant, stade globulaire, stade cordiforme, etc., pour aboutir à cette structure. La structure finale de la graine, c'est celle-là, elle est composée d'un embryon génine et de l'albumène. L'origine de l'embryon, c'est le zygote primaire. L'origine de l'albumène, c'est le zygote secondaire. Bon, pour l'interprétation, elle est là. Après la double fécondation, le zygote de zinc se divise transversalement pour donner une cellule basale aboutissant à un suspenseur qui ancre l'embryon dans la graine. C'est un support ou hamil, est une cellule terminale qui va former l'embryon, le génine. Après une série de mitoses et de différenciation, nous avons déjà parlé de différenciation, c'est la qualification des cellules pour jouer un rôle bien déterminé. L'embryon présente les ébauches des futurs organes de la plante formés d'une radicule, c'est le futur racine, une tigelle, future tige, et une gémule, futur bourgeon terminal, donc le bourgeon النهائي. Donc, le concept de l'embryon, شنو هو l'embryon هو الجنين. إلا شدينا l'embryon humain dans l'utérus في الرحم سيكون عنده داك les bouches de la forme finale de l'homme, c'est comme la tête, le tronc, les membres, etc. La même chose. Pour l'embryon de cette plante, elle est composée d'une ébauche de la plante. C'est comme فيها واحد تويج صغير وواحد الوريقة صغيرة وواحد الجدير صغير. Radicule, tigelle et le gémule ou bien le bourgeon النهائي. Concernant le zygote principal ou bien le zygote secondaire ou bien l'œuf accessoire. Entre mitose, aussi, elle subit la mitose pour donner un albumène. L'albumène est la réserve alimentaire de la graine, donc le mudakharat al-ghidaiya, tissu de réserve ou endosperme, qui va remplacer le reste du sac embryonnaire. Elle va se multiplier aux dépens de ce sac embryonnaire. La graine est ainsi formée de la nucelle et les téguments vont former son écorce كيكون واحد الغشاء خارجي هو l'écorce وتتكون داك الجويزه البلاصه ديال الجويزه elle va être occupée par l'embryon et l'albumène s'il existe car on peut assister à des graines sans albumène. La germination de la graine inbat al-bodur après une ou plusieurs saisons de la vie ralentie qui va être adoptée par la graine, cette dernière, elle va trouver des conditions de prospération ou bien pour bien germer. كدوز واحد لا سيزون ديال الصيف ولا plusieurs saisons فاش كتلقى الظروف المناسبة للإنبات غادي تنبت. Les graines dispersées par des moyens variés, soit le vent, les animaux, etc., germent et permettent dans les conditions favorables, l'installation des plantes à fleurs dans de nouveaux milieux. Le rôle de la plante, c'est d'aboutir ou d'assurer la continuité de l'espèce, c'est-à-dire de germer et de donner une nouvelle plante. Commençons par les conditions de germination. Shurut al-inbat, ce qui demande une graine pour bien germer. À la fin de la maturation d'une graine s'accompagne d'une déshydratation importante. Les graines sont souvent déshydratées. La graine entre en vie ralentie pour assurer la
résistance aux agents extérieurs. Une fois réhydratée, elle passe à la vie active. En trouvant de l'eau, de l'humidité à nouveau, elle va être réactivée et elle va revenir sur sa vie normale. Bon, figure A. Expérience pour mettre en évidence les conditions de germination. On a 6 manipulations. La première, une graine sous lumière. La deuxième, graine en obscurité. On ne remarque pas de différence. La germination se passe dans les deux conditions, c'est-à-dire la lumière n'est pas indispensable pour la germination. Puis, on a une graine sur coton humide, graine sur coton sec. Humide, c'est-à-dire la présence de l'eau, sec, l'absence de l'eau. La germination ne se déroule qu'en présence de l'eau. Donc la première condition de la germination, c'est la présence de l'eau pour hydrater la plante. Ensuite, on a une graine à 20 Celsius, considérée comme température ambiante normale. On a une graine à 4 Celsius. La germination se passe à 20 Celsius et ne se passe pas à 4 Celsius. Donc, la deuxième condition de la germination, c'est une température adéquate et normale. La suite de l'expérience. La figure B représente la variation de la quantité d'eau observée par une graine en fonction du temps, et ici on a la quantité d'eau observée. En fonction du temps, on assiste à une augmentation de la quantité de l'eau observée. Phase 1, phase d'imbibation, pour imbiber les téguments, l'archia. 2, phase de germination. 3, phase de croissance. Ça commence par l'imbibation, puis la germination, c'est-à-dire l'éclosion, si vous voulez dire, de la graine, et l'émission de la radicule et de la gémule. Puis ces deux composants commencent à croître. C'est la phase de la croissance. C'est pour déduire la troisième condition de germination. Dans un milieu adéquat, on met sur une grille fine qui laisse passer l'air et sans passer de l'eau ou bien des graines. Le premier cas, comme expérience témoin, des graines sèches, bodor, jaffa. Deuxième cas, des graines imbibées d'eau, bodor, mubtella. On a l'eau de chaud limpide, c'est-à-dire transparent, eau de chaud troublée. Après une demi-heure plus tard, les graines imbibées, ils ont causé une turbidité de l'eau de chaud. L'eau de chaud, هو ماء الجير هنا صافي وهنا عاكر. Les expériences la turbidité de l'eau de chaud indique la présence ou bien le dégagement de CO2. Et vous vous souvenez bien d'un phénomène qui implique l'absorption d'O2 et l'émission de CO2, c'est la respiration. Donc, les plantes ou bien les graines pour germer, elles ont besoin de O2, de l'oxygène. Interprétation et déduction. J'ai déjà interprété les figures. Je vais insister sur les déductions. La première, concernant la première figure, la figure A, la conclusion, c'est que la température convenable et la présence de l'eau. Ce sont les conditions nécessaires pour la germination. Figure B, la conclusion, c'est donc l'absorption de l'eau est obligatoire pour la germination car elle permet
l'imbibition, c'est-à-dire le petit lait de la graine et son gonflement pour que l'écorce, le qishra, éclate et la germination commence. Figure C, les graines, respirent lors de la germination. Quand je dis respire, c'est-à-dire l'absorption d'O2 et le dégagement de CO2. Donc, ils auront besoin d'oxygène pour bien germer. Maintenant, passons aux étapes de la germination. Marahil dial inbat. Bon, le document suivant résume ces étapes en images réelles et en schéma explicatif. Bon, après 3 jours, on assiste à un gonflement de la graine et une déchirure de l'écorce. Bien sûr, la germination de la graine de l'haricot, de l'oubia, on a une graine avec un écorce déchiré. Puis l'émission de la tigelle et de la radicule. Le dohor ديال التسويق والتسويج. Bon, la radicule se développe et émet des racines secondaires, jodor tanawiya, et la tigelle continue son élongation et porte des feuilles. Bon, c'est la même chose ici, schématisé. Bon, à savoir que la graine est composée d'un écorce qui entoure l'albumène et un embryon. Le géniel, l'embryon est composé de la radicule, la tigelle et les cotylédons ou bien la gibule. Bon, cette germination de la graine aboutit à l'apparition d'une jeune plantule, comme vous savez, elle porte des feuilles, la tige et la racine et les cotylédons qui vont terminer par flétrir. Elles vont être libérées et tomber sur le sol. Bon, voilà l'interprétation, elle est là, qui résume les étapes de la germination de la graine chez les angiospermes. Une fois qu'elle retrouve les bonnes conditions, c'est-à-dire l'eau, l'oxygène et la température convenable, la graine commence par gonfler en absorbant de l'eau. L'écorce éclate, la radicule apparaît et s'enfonce dans le sol. La tigelle apparaît puis grandit pour sortir de la terre, du sol bien sûr, en entraînant avec elle les deux cotylédons. Les cotylédons, les réserves, les réserves, elles vont être libérées bien sûr. Les cotylédons s'écartent et les premières feuilles s'ouvrent et grandissent pendant que la tige s'allonge. Les cotylédons se rident car elles donnent toutes leurs réserves, donc les réserves d'hélum sont épuisées par la plante. Pour la croissance, se vide, se détache et tombe par terre. Bon, dans ce stade-là, la plante, la petite plantule a déjà développé ses racines et ses feuilles, donc elle est capable d'absorber l'eau et les sels minéraux et de faire la photosynthèse pour produire sa propre matière organique pour bien sûr survivre. Bon, la conclusion. La conclusion, c'est le cycle de développement des angiospermes qui récapitule ce qu'on a déjà vu, les différentes étapes sont résumées dans ce schéma. Bon, commençons par n'importe quel point pour qu'il s'agisse d'un cycle. D'ailleurs, on va commencer par la fleur, l'organe reproducteur qui contient l'appareil reproducteur femelle, ou bien le pistil, et l'appareil reproducteur mâle, ou bien l'étami. Bon, l'appareil reproducteur femelle permet la production
des gamètes femelles, essentiellement l'oosphère, qui se trouve bien sûr au niveau du sac embryonnaire. Nous avons déjà vu ça. Tandis que l'étamine, l'appareil reproducteur mâle, permet la production d'un grain de pollen. L'oosphère et le grain de pollen entrent en contact à travers la pollinisation, qui permet la germination des grains de pollen au niveau du stigmate et la libération des entérozoïdes. La fusion doublement faite permet l'apparition ou bien la formation de deux zygotes principales et accessoires qui se développent pour donner une graine. La graine germe pour donner une plantule, puis une plante mature qui porte des feuilles et des tiges et aussi essentiellement des fleurs qui sont les organes reproducteurs qui vont permettre la formation des gamètes et ainsi de suite. Le cycle va se refaire de nouveau. Chez les angiospermes, le cycle dégénique comprend deux phases, phase diploïde et phase haploïde. Diploïde appelée haplophase et diploïde appelée diplophase, avec dominance de la diplophase, bien évidemment, comme vous constatez sur ce schéma. Ces deux phases se succèdent grâce à la méiose. La méiose permet le passage de la diplophase vers l'haplophase. La fécondation permet au contraire le passage de l'haplophase vers la diplophase et le cycle continue. La plante feuillée, ou bien la plante proprement dite, représente le sporophyte diploïde, ainsi que les gamétophytes, soit femelles, le sac embryonnaire, ou bien mâles, le grain de pollen, représente le sporophyte haploïde, un seul N. Bon courage.